Salam alaikum Azulfilawen, bonsoir. La crise politique latente en Algérie depuis des années se déroule sur fond de situation économique tout aussi préoccupante. Les économistes répètent depuis des années que le système de rente est à bout de souffle, non seulement parce que les revenus du pays plongent avec les cours des hydrocarbures qui représentent la quasi-totalité des recettes à l'exportation, mais aussi parce que la rente instaure un système malsain de distribution de revenus qui décourage travail et prise de risque et empêche la diversification économique. Alors que notre pays regorge d'atouts naturels dans l'agriculture ou le tourisme et humain, avec une classe de jeunes entrepreneurs affrontant bureaucratie et corruption. Abdelmajid Tebboune a procédé hier dimanche à la signature de la loi de finances 2023, qui entrera en vigueur dès le début du mois de janvier prochain. Cette loi supposée fixer le cap économique pour l'année prochaine et définit les budgets de fonctionnement des différents départements, basés sur un prix de référence du baril de pétrole à $60 et un prix du marché à $70. La loi fixe un budget global d'environ 100 milliards de dollars, soit un déficit budgétaire de moins 15% du PIB. La plus haute allocation est consacrée à la défense avec plus de 23 milliards de dollars, soit près du double du budget alloué à ce secteur durant les années précédentes, environ 12 milliards de dollars. Dans un message de vœux à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2022, M. Tebboune a affirmé que la nouvelle année sera celle du décollage économique, dans une Algérie nouvelle qui recourt à ses capacités ouvertes à la coopération avec tous les partenaires sur la base des intérêts communs et attachée à s'acquitter de son rôle à garantir la sécurité et la stabilité de la région. Je ferme la parenthèse. Monsieur Tebboune, des intentions louables, une volonté de rupture, de transparence, où tous les domaines de la vie des citoyens sont traités. Éducation, développement humain, agriculture, commerce, politique, sociale, sécurité, liberté publique, fiscalité, institutions de l'État. Monsieur Tebboune oublie la dichotomie entre peuple et pouvoir. Les plans de Tebboune souffrent d'une grande faiblesse, l'absence de chiffrage des financements des actions projetées et le changement dans la continuité. Un pouvoir illégitime est une instabilité économique constitue un facteur risque très important et un frein pour tout investissement étranger. Le chantier de reconstruction de l'Algérie est immense. Il ne sera pas exécuté par des mots, des intentions ou des discours. Il sera exécuté par des actes concrets et évaluables. Tebboune et l'économie, le grand bavardage stérile. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques, analyste politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Docteur Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toute votre équipe et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Hassan Hiresh. On a le plaisir aussi d'accueillir Nourdine Awsat, écrivain qui est conférencier, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Nourdine Awsat, il n'est pas avec nous, on me dit, donc il sera avec nous dans un petit moment. Hassan Hiresh, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on qualifier donc la situation économique en Algérie? On a vu hier M. Abdelmajid Tebboune signer la loi de finances pour 2023. Votre réaction, Hassan Hiresh? D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre éditorial qui résume la situation algérienne. Maintenant,
quant à ma réaction sur la signature d'une loi de finances, nous avons malheureusement l'habitude chaque année d'assister à ce genre de protocole. Et jusque-là, ça fait des décennies, nous n'avons pas vu la participation de la société, ni les partis politiques, ni les syndicats, ni les acteurs économiques, etc. Tout se fait en catimini, dans quelques bureaux, avec un personnel totalement réduit, et on ne tient pas compte des réalités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir quelle croissance on va avoir, quelle rentrée d'argent on va avoir, etc. Parce que non seulement les chiffres ne sont pas clairs, ne sont pas fiables. Par exemple, j'ai vu le taux d'inflation qui est aussi entre 4 et 6%. Tout le monde sait très bien que le taux d'inflation, malheureusement, en Algérie, est beaucoup plus important que ça. Les gens qui vont au marché, le panier de la ménagère, tout le monde le sait, est de plus en plus vide parce que tout simplement, les prix ont augmenté d'une façon absolument faramineuse, complètement incontrôlée. Et donc, d'abord, il y a donc ce manque de fiabilité au niveau des chiffres, au niveau des statistiques, etc. Et justement, on manque très sérieusement en Algérie une politique réellement de statistiques. L'Office national des statistiques, on le sait très bien, malheureusement obéit beaucoup plus à l'ordre politique qu'à l'ordre économique. Et j'ajouterais que pour faire marcher un pays, l'économie d'un marché, il faut que les gens travaillent. Et moi, la question que je pose à M. Tebboune, moi je veux bien que les choses soient parfaites sur le papier, mais comment faire travailler les Algériens? Voilà une question extrêmement importante. Quand on connaît d'abord non seulement les problèmes de bureaucratie, etc., mais tout simplement un climat anxiogène, comment un travailleur ou un cadre peut-il travailler dans une situation anxiogène, à savoir qu'il se sent du matin au soir dans une inquiétude permanente, qu'il sort le matin, qu'il n'est pas sûr de rentrer le soir, qu'il ne peut pas avoir une activité politique, culturelle, qu'il ne peut pas discuter sur la politique menée par les pouvoirs publics, que toutes les organisations associatives, syndicales, politiques, etc., n'ont pas le droit au chapitre. Et donc, non seulement il y a l'habituelle procrastination, non seulement il y a l'habituel manque de performance administrative, nous sommes dans un pays qui, malheureusement, dans l'administration, est totalement sclérosé, totalement obsolète. Donc, je ne vois pas. Malheureusement, moi je le regrette, j'aimerais bien que mon pays évidemment s'en sorte, notamment dans l'échiquier mondial d'aujourd'hui où c'est une question de rapport de force, notamment de rapport de force économique et militaire et géopolitique. Donc, mais malheureusement, je reste assez pessimiste sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait et sur ce qui est envisagé de faire. On pense maintenant à faire un plan triennal, on revient donc à l'ancien système, mais tout est dirigé par l'État. Il n'y a pas une véritable liberté d'entreprendre, une liberté d'investissement. On ne peut pas être un pays attractif, aussi bien pour les investissements nationaux que pour les investissements des immigrés ou, à plus forte raison, les investissements des étrangers. Donc nous sommes dans une situation malheureusement toujours inextricable et paralysée, et je ne vois pas comment on peut s'en sortir. On peut bien évidemment se dire, voilà, cette fois-ci, ça y est, ça va être le tournant absolument extraordinaire, machin. Mais quand on voit la réalité, quand on voit les arrestations, quand on voit les Algériens brimés, quand on voit qu'il n'y a pas possibilité de critiquer le régime dans ses actions politiques, économiques, culturelles, etc., éducatives. Et j'ajouterais, Nassar, j'ajouterais un problème absolument majeur, c'est que les Algériens ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement une éducation complètement
dépassé, il n'y a pas de formation d'ouvriers spécialisés, de techniciens supérieurs, les écoles d'ingénieurs sont de très 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 bas niveau. Donc voilà, Nassar, je brosse un tableau malheureusement assez pessimiste, mais je ne vois aucune perspective qui puisse me dire « Ah, ça y est, cette fois-ci, ça va être vraiment le moment… » Je ne vois pas de sursaut. Pardon ? On va revenir sur les perspectives et comment vous voyez les choses aussi pour l'année 2023, mais pas que l'année 2023. Mais avant de vous poser une autre question, c'est Hassan, on va essayer de décortiquer entre guillemets un peu ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune dans une interview. Il a parlé donc de récupération de 20 000 milliards de dollars. On va juste regarder cette vidéo et je reviens à vous très rapidement, Hassan Hir. بكل بساطة يعني يسرق إذا فاقوا به يرجعنا نفقوش به الله يسهل عليه والأخلاق في هذه والقانون في هذه أعتقد أننا إن شاء الله حتى لما رجعناش كل شيء نرجعوا الشيء اللي قدرنا نرجعوا. أنا التزمت باش نرجع الأموال هذه وترجع إن شاء الله، لأن لو كان عارفين الحجم الحقيقي نقول لك نرجع منها 60 ولا 70 ولا 80% ولا 100%، ماناش عارفين الحجم الحقيقي، ولكن الشيء اللي ظاهر الممتلكات العمارات في الخارج هذه 100% فيش في الداخل رانا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها. وراكم شفتوا انتم الحيل. علاش انا منين نقول الجزائر الجديده؟ الجزائر الجديده على الناس كل، حتى الناس باش تغير التصرف. Hassan Hirish, comment Tebboune avance ce chiffre de 20 milliards de dollars? Beaucoup peut-être de spécialistes d'économie vont vraiment peut-être rigoler de ce chiffre qui a été avancé par rapport donc à l'argent récupéré ou qui a été détourné entre guillemets. Est-ce qu'on peut croire à ce genre de chiffre, Hassan Hirish? Je vais vous dire, moi, je ne veux pas remettre la parole de M. Tebboune en cause, je n'en sais rien. Peut-être que lui-même, on lui fournit des chiffres qu'il n'a pas vérifiés, mais ce que les Algériens ont droit de savoir, c'est que c'est 20 milliards de dollars de récupérer. Mais récupérer comment? Est-ce que c'est des billets de banque? Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est du matériel roulant? Est-ce que c'est des usines? Est-ce que c'est des comptes bancaires? Donc déjà, quelle est la nature justement de cet argent récupéré? Les Algériens, quand on leur dit on a récupéré de l'argent, ou on a trop dit, ou on n'a rien dit. Donc nous avons quand même le droit de savoir de quoi il s'agit. Et ils ont été récupérés où? Est-ce qu'ils ont été récupérés à l'intérieur du pays? Est-ce qu'ils ont été récupérés en Europe, en Amérique du Nord, dans les pays du Golfe, en Turquie, etc. Quels sont les femmes ou les hommes et qui ont été concernés justement par cette récupération-là? Est-ce que ces personnes ont été présentées devant la justice? Est-ce que, je ne sais pas, tout ça évidemment reste dans le flou. Nous, on veut bien que l'argent soit récupéré. Nous, on veut bien encourager même le président Tebboune à récupérer cet argent. Mais à partir du moment où les Algériens ne comptent pas pour ce pouvoir-là, à partir du moment où le peuple algérien est marginalisé, ses cadres marginalisés, ses magistrats mis sous la coupe, et tout ça, les services de renseignement, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, ils travaillent dans l'opacité. Donc, on ne sait pas. Très franchement, je n'ai pas d'éléments pour vraiment juger de la réalité ou non de cette entreprise qui oscille entre la propagande ou le fait de tout simplement de faire plaisir aux Algériens, de les rassurer, de dire que l'État
fonctionne, que des agents travaillent pour récupérer l'argent du peuple, etc. Et pourtant, beaucoup d'experts, Hassan Hirish, se sont posé la question, bien sûr, sur ce nombre, 20 milliards de dollars. Même Ehsan Qadi, avant d'être arrêté, il a fait un tweet où il dit le Trésor public a récupéré 20 milliards de dollars de chez les oligarques de la Isaba, affirmé sans sourciller le président Tebboune. Comment peut-on oser dire quelque chose d'aussi mathématiquement grossier à des citoyens réputés les mieux scolarisés en Afrique? Ça, c'était le tweet de Ehsan Qadi avant qu'il soit arrêté. On a été rejoint par le professeur Nordine Hawsat, écrivain et conférencier, qui est avec nous aussi par Skype, via Skype, depuis la France. C'est Nordine, marhaba bik, bonsoir. Cette invitation, d'autant plus que ça tombe avec une date très importante et sur un sujet aussi très important. Je salue également Gma et cher ami Hassan Hirish et content d'être avec lui dans cette émission. Avec ça, Hassan Nordine, barakallahu fik, on est très content aussi de vous avoir dans cette émission. Comme aussi on est content d'avoir notre ami Hassan Hirish. Nordine Hawsat, sur la situation économique, on en a fait beaucoup d'émissions par rapport à la situation économique en Algérie. Mais après cette signature de la loi de finances, on va regarder ces images. Donc Tebboune qui signe la loi de finances 2023. Donc, on voit dans ces images Tebboune qui signe cette fameuse loi de finances 2023. On parle de 100 milliards de dollars. Votre réaction, c'est Nordine, je sais que vous êtes très intéressé à tout ce qui est économique. Vous avez aussi fait des études concernant donc ce secteur. Comment peut-on dire ou qualifier la situation économique en Algérie? Abdelmajid Tebboune a parlé de 2022 comme étant donc l'année du décollage économique. Est-ce que vraiment l'Algérie a connu ce décollage économique? Vous avez bien fait de rappeler, Sénassar, que j'ai une formation économique. Donc en 1984, j'ai fait mon premier mémoire sur le rôle de l'information. Parce que à l'époque, j'étais lié à l'ANEP, l'Agence nationale d'édition et de publicité, le rôle de l'information dans l'économie. Et donc l'information, je sais ce que c'est. Et en 88, j'ai fait un 2A et puis une formation doctorale sur l'agriculture algérienne, la production et la commercialisation des fruits et légumes dans la région algéroise. Et on sait bien combien ce secteur est central dans l'économie algérienne de cette époque-là et qui pose encore problème aujourd'hui. Sénassar, 100 milliards de dollars, comme on dit dans notre dialecte algérien, on n'a jamais rêvé depuis longtemps d'arriver à cette barre, d'arriver à ce seuil, d'avoir un budget annuel, une loi de finances annuelle de 100 milliards de dollars. Et enfin, on y est arrivé, mais malheureusement avec une amertume, avec beaucoup de doutes, de scepticisme, voire même je dirais de tristesse. Au lieu que ça soit de la joie, de la fierté, 100 milliards de dollars, c'est une belle somme. Malheureusement, en absence d'un pouvoir légitime, démocratiquement, en absence d'un pouvoir qui répond aux aspirations de son peuple et qui va dans le sens de ce que son peuple demande et pour lequel le sens que son peuple est prêt à
consentir des sacrifices afin de réaliser des objectifs. Je pense que loin de parler d'efficacité, et l'efficacité a un sens en économie et surtout en matière de budget. Loin de parler d'efficience, qui est encore un terme plus exigeant qu'efficacité. On est, et votre titre le dit bien, Sénassal, le grand bavardage stérile. Vous êtes, encore une fois, je dirais, c'est tout à votre honneur, bien entendu, dans un euphémisme. Parce que bavarder, c'est juste parler un peu plus que ce qu'il en faut. C'est ça le bavardage. Mais moi, je dirais les choses plus clairement, il s'agit du baratinage. Parce que le baratinage, on parle pour tromper, on parle pour manipuler, on parle pour induire en erreur. Malheureusement, Hiresh, tout à l'heure, c'est Hiresh, il parlait il n'est pas au courant. Prenons juste un chiffre, les 20 milliards de dollars. Et moi, j'ai écouté cette intervention dans une grande partie. Quand il parle des biens qu'il voudra récupérer. Les 20 milliards, je précise, pour que Hiresh le sache aussi, c'est Hiresh, c'est soi-disant de l'argent récupéré en interne, en Algérie. Or, le seul exemple dont l'opinion est au courant, et aussi les analystes et les observateurs, vous avez cité tout à l'heure Hassan, comment il s'appelle, Qadi Ihsan, c'est les voitures. D'ailleurs, ce qu'il cite lui-même, il parle des voitures de luxe qui ont été récupérées du parc de Tahkout. Or, les voitures de luxe, quand bien même il aurait eu, il a dit, il n'y a pas que des dizaines, il y a des centaines. Il aurait eu 500 voitures de luxe, mais ça fait pas 20 milliards de dollars. Ça ne fait pas 10 milliards de dollars. Ça ne fait pas, même pas le quart de ce chiffre avancé. Mais après l'été à Sénassal que nous avons passé, où les chiffres, on les a gonflés de 4-0. Quand il y a 1000 touristes, on nous dit qu'il y a 10 millions de touristes. Quand il y a, il nous parle de l'inflation. Et alors que l'inflation est à 2 chiffres. Je rajouterai juste une remarque préliminaire concernant ce budget. Ce budget, malheureusement, il restera dans l'histoire où l'armée s'est accaparé le plus d'un cinquième. Je dis bien plus d'un cinquième de ce budget pour un secteur non productif et surtout pour un secteur qui n'est contrôlé par aucune institution démocratique, voire même quelques mois. Et pourtant, Sénordine, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Et pourtant, Sénordine, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chorfi, dans une déclaration à l'ENTV, il parle d'un budget historique qui va faire beaucoup d'heureux. Il a parlé aussi des augmentations des salaires des fonctionnaires, la revalorisation des retraites, ainsi que la révision à la hausse du montant de l'allocation chômage. On écoute ce qu'a déclaré Youssef Chorfi et je reviens à vous très rapidement, Sénol. 2020 إلى غاية 23 و24 هي نسبة زيادة راح تكون تقريبا بين 47% و 50%. هذا راجع أولا لضريبة على الأجور اللي كانت فيها يعني مراجعة فيها زيادة على الأجور اللي تمدت. حاليا القرار اللي جا به السيد رئيس الجمهورية اليوم في مجلس الوزراء راح يمس تقريب 2,800,000 موظف ومتعاقد. زيادة بما يخص القطاع الاقتصادي هذا يرجع لا كونفونسيون كوليكتيف اللي تكون بين المتعامل والشريك الاجتماعي. هذه الزيادة اللي جات بها لسنة 23 و 24 هو راح تتراوح لكل سنة تتراوح بين 4,500 دينار إلى 8,500 دينار، هذا حسب الرطب.
نعطيك مثال أستاذ معلم في التعليم راح الزيادة تاعو في السنتين هذو تكون تقريب 13500 دينار جزائري. يعني كمثال عامل مهني بسيط راح تكون عنده سنويا 4500 وفي السنتين راح تكون عنده 4550 دينار جزائري. هذا ما يجعل في الفترة هذه بين 2020 و 24 الزيادة بصفة عامة إجمالية تكون تقريبا 50%. نذكر الشيء. Nordine Naoussat, très rapidement, beaucoup vous diront que c'est une très bonne chose, ces augmentations de salaire. Ça fait des années qu'on a gelé les salaires et là on parle de 4500, de 8500 jusqu'à 8500 de dinars d'augmentation. Est-ce que cela n'est pas une bonne chose? C'est notre. C'est tout à son honneur. Il est ministre d'un secteur qui est un secteur de consommation du budget. C'est pas un secteur productif, c'est un secteur de consommation. Et il est plus concerné par le social que par autre chose. Moi, je me positionnerai en amont, c'est-à-dire de ceux qui ont pris ces décisions-là. Quand on parle d'économie à Sénassar, avant de parler de dépenses, on parle de création de richesse. Une économie, avant tout, c'est de savoir, c'est le terme même, la définition basique d'une économie, comment faire qu'avec des ressources finies, on réponde à des besoins infinis. C'est ça la définition de base qu'on a enseignée, qu'on nous a appris depuis 40 ans. D'accord? Donc ici, la ressource, elle n'est pas infinie, elle est encore pire qu'une ressource finie, c'est une ressource aléatoire. C'est une ressource aléatoire dans le sens où elle n'est ici que grâce à la guerre de Russie contre l'Ukraine et qui a fait que le prix du pétrole, à un moment quand il a commencé à dégringoler, il a repris sa montée et c'est grâce à ça. Comment on peut s'enorgueillir? Comment on peut, je dirais, parler de façon responsable quand on base les dépenses, quand on fait baser nos augmentations sur une entrée aléatoire qui n'est là que par hasard, par un accident de l'histoire. C'est ça qui fait grave. Et ça, nos amis en Algérie, les économistes le savent. Et les journalistes spécialistes en économie le savent. Mais ils ne peuvent rien dire parce qu'il suffit d'écrire une phrase, un paragraphe, pour ne pas dire tout un article sur ces points-là, qu'il va se retrouver dans une situation lamentable. Je veux dire qu'il sera arrêté, convoqué. Oui. C'est Nordine. Même dans son interview, il y a eu des passages dont Abdelmajid Tebboune a mentionné donc cette création de richesse, mais aussi la production, l'exportation de certains produits ou une certaine technologie entre guillemets. On l'écoute par exemple par rapport à un passage et j'aimerais avoir votre réaction, mais aussi la réaction de notre ami Hassan Hirsch. قادرين نصنعوا غادي نصنعوا معهم بور لي جون تاعنا لا فيسبا ندمجوها في الشركه تاعنا تاع قادمه. واش المانع باش نعاود نصنع دوك لي توك توك يستنفعوا بهم الشباب، يستنفعوا بهم الفلاحين، يستنفعوا في الريف، التجار الصغار يستنفعوا بهم، اصبح انتاج وطني ويتصدر، امور مطلوبه في الخارج. قادرين. C'est Nordine. Je vais revenir à vous, mais je vais donner la parole à notre ami Hassan Hirsch. Hassan Hirsch, on a entendu Tebboune parler de construction, de production aussi, d'export. Il a parlé de Vespa. Il a parlé aussi de Tok Tok, ce petit véhicule qu'on voit beaucoup en Inde, en Égypte. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations dans cette interview, Hassan Hirsch? On peut toujours avoir des vœux pieux, mais la réalité nous rappelle justement à des choses beaucoup plus concrètes.
Quand il annonce tout ça, bon, non seulement on n'a pas de chiffres, mais on n'a rien sur le terrain. Vous savez, il ne suffit pas d'incantation, il ne suffit pas de vouloir des choses pour que ça se fasse. Un président de la République ou un ministre n'a pas de baguette magique. Le problème qui se pose à l'Algérie, c'est comment faire un citoyen de façon à ce qu'il puisse avoir la valeur travail comme étant un cap principal dans sa vie. Aujourd'hui, le travail en Algérie est complètement marginalisé dans la mesure où on sait qu'à la tête de l'État, il y a une corruption endémique, énorme, et même les 20 milliards dont parle M. Tebboune, à supposer que ce soit vrai, ne représenteraient qu'une partie vraiment immergée de l'iceberg, parce que les détournements d'argent, les détournements de fonds, les commissions, etc., qui ont frappé l'économie algérienne, ça se calcule en milliers de milliards de dollars. Donc ça ne représente qu'une petite goutte de l'océan de corruption que vit l'Algérie depuis 60 ans, et notamment ces 30 dernières années. Donc évidemment, je suis assez sceptique par rapport à tout ça. Mais c'est comment rendre l'Algérien acteur de son destin, comment faire pour qu'il soit intéressé. Pardon, oui. C'est Hassan. Quand on entend le chef de l'État parler de Vespa, parler de Tok-Tok, ces petits véhicules, est-ce on doit être inquiet parce qu'il n'y a pas de vision économique. Beaucoup d'économistes parlent de vision lointaine. On voit d'autres pays, par exemple, des pays émergents qui parlent d'une vision de 10 ans, de 20 ans. Et en Algérie, on parle de Vespa, de Tok-Tok. Est-ce que vous pensez vraiment on est dans l'économie, on est dans cette vision économique? Non, je ne crois pas. Malheureusement, non. C'est pas parce qu'on parle de véhicules à fabriquer ou à importer que ça y est, l'Algérie va s'en sortir. L'économie d'un pays, c'est pas uniquement les véhicules, c'est vraiment une partie marginale. C'est vraiment retrouver un taux important d'industrialisation. Aujourd'hui, l'industrie ne représente que 5% de la production du PIB, en tout cas. Alors qu'un pays comme l'Égypte, il a à peu près 18 à 20% du PIB représenté par l'industrie. Donc, l'Algérie est très très en retard de ce côté-là, et puis c'est une industrie totalement obsolète de type soviétique, et on n'a pas de partenariat stratégique avec les pays industriels véritables. Dès qu'on commence à parler de contrats avec certains pays européens ou avec le Canada, les États-Unis, etc., on voit que rien ne pointe à l'horizon. Et de toute façon, Sinassar, il y a un gros problème en Algérie. Il n'y a pas une adéquation entre la politique éducative et puis tous ces vœux de politique économique. Comment on peut arriver? Il faut former les Algériens. Il faut qu'ils soient capables de fabriquer des pièces de rechange, il faut des moteurs, il faut qu'ils soient capables de réparer les grandes turbines, etc., etc. Moi, je me souviens, j'avais travaillé avec une grande entreprise française qui travaillait en Algérie. Ils étaient tombés en panne au niveau de leur moteur. Et ils n'arrivaient pas à faire venir des ingénieurs de France parce qu'il leur fallait un visa, il fallait attendre minimum 14 jours à l'époque. Ils ont ramené des ingénieurs du Maroc. Quand on voit les écoles d'ingénieurs algériennes, polytechniques ou autres, et qu'on voit le niveau, aujourd'hui, ils ont à peine le niveau de technicien. Moi, malheureusement, j'ai travaillé avec de grands groupes européens qui ont investi en Algérie, en Afrique du Nord d'une façon générale, et au Moyen-Orient. Ils se plaignent tout le temps justement de n'avoir pas de main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, rien n'est fait pour cela. On construit des mosquées, mais on ne construit pas des écoles. Pardon ?
Pourtant Tebboune a parlé de 250 000 étudiants qui sortent de nos universités chaque année. Il a annoncé ce chiffre. Il a aussi mentionné que la scolarité algérienne était parmi la meilleure en Afrique. Mais je vais revenir à Nordin Aoussad. Restez avec nous, si Hassan. On va juste. Vous avez parlé du fléau de la corruption en Algérie. Même Abdelmajid Tebboune a parlé de ça dans son interview. On l'écoute et je reviens à mes invités. أنا التزمت باش نرجع الأموال هذه وترجع إن شاء الله، لأن لو كان عارفين الحجم الحقيقي نقول لك نرجعوا منها 60 ولا 70 ولا 80% ولا 100%، ماناش عارفين الحجم الحقيقي، ولكن الشيء اللي ظاهر الممتلكات العمارات في الخارج هذه 100%. فيش في الداخل رانا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها. وراكم شفتوا انتم الحيل. علاش انا منين نقول الجزائر الجديده؟ الجزائر الجديده على الناس كل، حتى الناس باش تغير التصرفات تاعها. الاموال الضخمه اللي تهربت. On a des estimations؟ لا با ديستيماسيون، لان تهربت لمده 10 سنوات ماهيش، ولا 12 سنه ماهيش في دفعه واحده. ولا هو الشيء الايجابي ان الدول الاوروبيه وانا شاكرهم اغلبهم يعني مدوا لنا يد المساعده ومستعدين باش يديروا تحريات معنا، وفي حال اكتشاف الاموال هذه مستعدين باش يحولوهم يرجعوهم الاصل نتاعهم، يعني الخزينه الجزائريه، يعني شرط اننا نحترم الاجراءات القانونيه فقط. وراها ماشيه بالنسبه لبعض الدول، بالنسبه لبعض الدول فيه ممتلكات ظاهره. C'est Nordine, très rapidement sur ce point, parce que j'aimerais aussi entamer cette question de BRICS. On va essayer d'en discuter. Mais cette nouvelle Algérie pour Abdelmajid Tebboune, elle sera vraiment très propre par rapport donc à ce fléau de corruption, même la récupération de tout ce qui a été délapidé d'après lui. Votre réaction très rapidement, c'est Nordine? Que c'est nouveau, c'est même très très nouveau, c'est le baratin et le baratinage. Vous venez de l'entendre à l'instant, Abdelmajid Tebboune qui vous dit que rasmiyan musta'addin yisselmouhum lil-Jazaïr. Mais ça se passe où ça? Ça ne se passe dans aucun pays en Europe où ces gens-là ont investi, ont acheté, ont blanchi leur argent, ont acheté des hôtels. Dans aucun de ces pays, l'autorité comment dirais-je, l'autorité officielle n'a le droit ni le pouvoir de remettre quoi que ce soit à l'Algérie. Il faut passer par la voie juridique. D'accord? Oui. L'Espagne, il parlait, Farid Alilat, que j'ai lu, journaliste de France Africasie, ou Jeune Afrique plutôt, avait cité cet exemple de cet hôtel 5 étoiles de un certain Ali Haddad en Espagne, auquel il faisait allusion, sans le nommer, Abdelmajid Tebboune. Il a dit que peut-être il sera récupéré en 2089. Ou une date à peu près similaire. C'est très très long. Et quand il dit مستعدين يساعدونا ويتعاونوا معنا في التحريات، quel est cet État qui يتعاون معك في التحريات? Vous payez un cabinet pour qu'il fasse des recherches, pour qu'il fasse ses enquêtes, et vous trouvez l'argent où il a été investi, oui, mais pour faire dire, ou bien pour faire croire aux Algériens que ce sont les États qui vous aident à faire les enquêtes, ça ne se passe nulle part. On connaît l'Europe bien mieux que Abdelmajid Tebboune, nous y vivons depuis 4 décennies,
fini et nous savons comment se passent les choses. Il faut arrêter ce baratin. Il faut qu'il arrête de manipuler ce chab. Et en plus, quand il nous parle de Vespa, Vespa, c'est une marque de moto italienne de la maison Piaggio. Ils n'utilisent plus le mot Vespa depuis très longtemps. Elle a été homologuée en 1946. Pourquoi il dit Guelma? Guelma, on se souvient, nous, ma génération, c'est CMG, complexe motocycle de Guelma. Il y avait dans nos villages, dans nos villes, dans les petites villes, partout, des personnes qui roulaient en mobilette type 104, type des 90 millilitres, etc. Et dire qu'on va relancer la production des motocycles, des mobilettes, il va pas utiliser un nom de marque pour désigner un produit. Ou mieux encore, et pire, je dirais, aller utiliser Tok Tok, qui est une appellation indienne et qui pour un type de mobilette bien précis. Et surtout, là où il y a le baratin, c'est Nassar, Smahli, ça sera mon dernier mot, quand il parle d'exportation, on n'a même pas, on ne satisfait même pas 10% de nos besoins, qu'il parle déjà d'exportation, qu'il arrête de baratiner ce peuple. Il a parlé aussi de l'exportation de l'électricité. Oui, ça aussi. On écoute Abdelmajid Tebboune. Je reviens à vous très rapidement. On écoute Abdelmajid Tebboune. احنا ما عندناش الا الغاز، عندنا الكهرباء. اليوم فيه فايض نتاع كهرباء. On va l'exporter. On a proposé. احنا اقترحنا عليهم. اقترحنا على بعض الدول الصديقة أننا ندير كابل يربطنا بأوروبا في أقرب نقطة مع إيطاليا، هي 270 كيلومتر، ماهيش بعيد، 270 كيلومتر يعني أقل من المسافة تاع العاصمة مع وهران. نكبسوا مران اللي من بعد الإنتاج يكون في عنابة ولا يكون محطات كبيرة تاع توليد الكهرباء. وبالأخص أنا اليوم احنا رانا نصنع لتوربين غاز. كل الامكانيات متوفره باش حتى اللي ما عندوش امكانيات، ما عندوش غازوديك نديروا الغاز نعطيه الكهرباء مباشره. Hassan Hirsch, la question est à vous. Je vais revenir à vous, Senourdine. Sur cette question d'exportation d'électricité, un surplus est en train de déclarer Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations, Hassan Hirsch? Toujours la même chose, c'est des vœux pieux, parce que c'est possible. L'Algérie peut exporter de l'électricité. Elle peut, par exemple, tout simplement avoir une politique de photovoltaïque. Nous avons un espace désertique qui est extrêmement important, donc avec un ensoleillement pratiquement toute l'année. Mais ça demande non seulement de l'investissement, non seulement du partenariat, non seulement de la formation, etc., etc. C'est énorme, ça demande de plusieurs années et une volonté politique, et à condition Absolument. Aussi que ça ne soit pas tout simplement une poche supplémentaire de détournement d'argent. Voilà, donc c'est possible évidemment. On peut aussi, par exemple, utiliser le solaire pour la consommation domestique et vendre plus de gaz. C'est évident que tout ça est possible. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas l'infrastructure pour ça, nous n'avons pas le droit au niveau juridique, nous n'avons rien pour ça, nous n'avons pas les formations pour ça, nous n'avons pas une administration performante, nous avons un État qui est complètement défaillant dans toutes ces institutions, dans toutes ces structures. Et pire encore, nous n'avons pas un citoyen, nous n'avons pas un Algérien qui soit capable de coopérer et de mettre en pratique la politique de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture entre le peuple algérien et ses dirigeants. Il y a une rupture parce que, comme disait Nordina tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un problème de légitimité et qu'il n'y a pas possibilité de participation active du citoyen qui soit intéressé, qui soit participatif, qui soit justement coopérant.
Mais là, c'est le contraire. À partir du moment où l'Algérien est broyé, l'Algérien ne pense qu'à partir, l'Algérie est une salle d'attente. Donc, il y a vraiment très loin de la coupe aux lèvres, comme on dit, entre ce qui est annoncé, ce qui est un vœu pieux, ce qui est évidemment tout simplement un désir. Vous savez, une situation réelle, une situation désirée. Vous savez, il y a un énorme fossé entre les deux. Donc, la question, c'est comment changer l'école, comment changer la justice, comment rapprocher le citoyen du pouvoir, comment... La réforme du système Hassan Hirj. Et ça a été bien sûr demandé par les Algériens qui se sont soulevés en 2019. Restez avec nous, Hassan Hirj. Il me reste un peu de temps et j'aimerais entamer cette question de BRICS. La question a été posée à Abdelmajid Tebboune. On écoute sa réponse et je reviens. Je n'ai aucune réponse et je n'y pense même pas. Nous sommes à peine à 2 mois, 3 mois près, au-delà du mi-mandat. 23 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. هذا يتطلب أمرين، يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر. بالنسبة قلنا التصدير ما التصدير اليوم الناس تبقاش شعار فتنا الى امور ملموسه. انا بريكس لي شينوا قال لك حنا اوني داكور، لي روس قالوا اوني داكور، l'Afrique du Sud ils sont d'accord, le Brésil je pense qu'avec la nouvelle élection تاعهم ils sont d'accord. ان شاء الله قلت لك منا on va faire en sorte باش ان شاء الله من نهايه 2023 تكون تجسدت، نحضر رسميا في اجتماع. Nordina Oussat, la question est à vous. Donc, apparemment, on vient d'entendre Abdelmajid Tebboune. Tout le monde est d'accord pour que l'Algérie adhère donc à ce groupe de BRICS. Juste, je vais rappeler quelques chiffres très rapidement. Donc, on parle, il est composé de 5 pays. Brésil, 1608 milliards de dollars de PIB. Russie, 1775 milliards de dollars de PIB. Inde, 3250 milliards de dollars de PIB. Chine, 18 460 milliards de dollars de PIB et des réserves de change de plus de 3 000 milliards de dollars. Afrique du Sud, 420 milliards de dollars de PIB. Quand on voit ces chiffres, les BRICS pèsent 45% de la population de la planète, près du quart de sa richesse et des 2/3 de sa croissance. Et les estimations, les BRICS seraient à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale. Nordinaus. On vient de l'entendre. J'invite les Algériens et les Algériennes à écouter, analyser ce qu'il dit, pas la façon dont il le dit. Il le dit avec flegme, avec assurance et tout cela. Ça fait partie des caractéristiques d'un baratineur. Abdelmajid Tebboune, c'est un baratineur. On dit cela. Je dis bien, je dis cela. Moi, Nordina Oussat, comme mes oncles ont combattu la France pour libérer l'Algérie du geôle colonial, je dois dire la vérité pour libérer l'Algérie du geôle de ces baratineurs, les pantins de l'armée. Il vient de le dire. Il sait ou il ne le sait pas? Je pose la question. Que le kahraba, il est produit par le gaz. Notre kahraba algérien est fabriqué à partir du gaz. Donc ce n'est pas une autre énergie parallèle au gaz. Nous n'avons que le gaz et le pétrole. Donc, qui parlait du kahraba, c'est un mensonge. Ce que nous, aujourd'hui, nous exportons vers l'extérieur, c'est un investissement de très longtemps et il est vétuste. Je m'arrête là sur ce sujet. Il aurait même pour faire rêver
C'est ça la différence entre un baratineur et quelqu'un qui émet des vœux pieux. Non, Abdelmajid Tebboune, je regrette, il n'émet pas des vœux pieux, il baratine. Quelqu'un qui veut émettre des vœux pieux, il dira, nous allons faire en sorte d'investir tant de milliards de dollars dans l'énergie solaire, par exemple, dans les photovoltaïques, qui a été cité tout à l'heure. D'accord? 10 secondes, on dira... c'est Nordine, 10 secondes, Allah يبارك فيك. Je dois donner juste le mot de la fin, Hassan Hirish. تفضل. تفضل. Désolé, c'est Nordine. Hassan Hirish, il ne reste pas beaucoup de temps. Je laisse le mot de la fin. C'est Hassan Hirish, pardon. Moi, je voulais juste dire un mot par rapport à cette histoire de BRICS. Il faut savoir que cette réunion de pays importants, c'est un problème plus de géopolitique économique pour le moment. Moi, je pense que l'Algérie a des difficultés à se soustraire de l'influence russe et je pense qu'elle doit avoir des injonctions de la part de l'Europe et surtout des Américains pour qu'ils se départissent justement des relations privilégiées avec la Russie suite à cette guerre en Ukraine. Et donc qui ne trouvent pas le moyen de s'en sortir directement. Et donc, par le biais des BRICS, effectivement, ils trouvent, disons, un moindre comment dire, pas pour se dégager de l'emprise de Poutine. Est-ce que la décision est beaucoup plus politique qu'économique? C'est ce que vous êtes en train de dire? Non seulement elle est politique, mais surtout géopolitique. C'est-à-dire comment satisfaire à la fois les Américains qui demandent à l'Algérie de se retirer de l'influence russe, et à la fois ne pas heurter les Russes, parce que c'est partenaire depuis 60 ans, et donc il y a ce prétexte-là des BRICS. Merci Hassan Hirish. Merci Hassan Hirish. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités, Hassan Hirish, docteur en sciences économiques, analyste politique, mais aussi professeur de l'Awsat, écrivain et conférencier, qui était avec nous depuis Paris via Skype.